Si on parle d'une construction neuve exemplaire, il y a une rénovation, en tout cas une réhabilitation qui est aussi exemplaire, d'un immeuble de grande hauteur. C'est la Tour Bretagne, avec de la sobriété sur site existant, une sobriété et une exigence bas carbone. Pour nous en parler, nous avons Bertrand Aubry, qui est architecte associé de l'agence Magnum. Je prie de venir nous rejoindre ici. Et puis, du groupe Giboire, Geoffroy Petit. Donc, messieurs, pouvez-vous nous parler de cette IGH assez emblématique qu'est la Tour Bretagne? Bonjour. Merci beaucoup. On est très content d'être là. Effectivement, c'est un beau défi pour nous, en tant qu'architectes, associés à notre groupement de maîtrise d'œuvre et associé à PCA Stream, qui est architecte mandataire sur le sujet, de travailler sur cette tour emblématique de Nantes. Je suis nantais moi-même, donc j'ai à cœur de travailler sur ce sujet-là aux côtés de Giboire. Effectivement, c'est un marqueur qui est présent dans toutes les têtes des Nantaises et des Nantais. C'est un édifice qui est omniprésent dans la ville, dans le paysage urbain. On peut reconnaître qu'elle n'a pas forcément fait l'objet que de louanges pour son architecture ou son inscription ou son dialogue avec la ville, mais elle reste un totem urbain avec un beau défi pour nous de réhabiliter avec une belle conscience et de tenter de réconcilier avec l'ensemble des Nantais. Si on repart sur sa construction, en fait, c'est une tour qui date des années 70. Elle a été construite sur 5 ans, de 1971 à 1976, par l'architecte Claude de Vorzine et par un ingénieur notamment qui s'appelait Marcel André, voilà, pour citer les noms. Elle a une caractéristique structurelle, c'est son mode de construction. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien sur l'image de droite, elle repose en fait sur 4 piles en béton. Et nous, on appelle ça la table, en fait, sur 4 piles en béton et un plateau horizontal, également tout en béton, qui est juste traversé par des trémies des escaliers et des ascenseurs. C'est une singularité dans le mode constructif. Et ensuite, tout le fût de la tour repose sur cet élément structurel. C'est une tour qui est conçue avec les idées de son époque et la voiture était dans les grandes préoccupations de cette époque-là. Donc ça, cette singularité, ça en fait un objet effectivement un petit peu solitaire, qui n'est pas forcément en grande interaction avec son environnement, puisqu'en fait tout son socle est dédié à la voiture, que ce soit pour le stationnement ou les volutes qu'on voit sur les rampes pour l'accès à incendie. Donc en fait, ça crée un élément peu communicant, peu interactif, que ce soit sur la place du Cirque, la rue de l'Arche Sèche, et puis, mais également sur la place de Bretagne, on est sur des problématiques similaires d'activation en fait, du socle. Donc pour nous, le challenge, c'est de pouvoir, par le biais de la programmation et de l'intervention sur la tour, de travailler sur les différentes strates qui la composent, le socle, le fût et le couronnement, pour pouvoir permettre une reconversion réussie. Merci Bertrand. Donc aujourd'hui, la Tour Bretagne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est vraiment sur une notion de friche urbaine. C'est une tour qui a toujours eu du mal, voilà, commercialement à trouver ses occupants. Ça avait pris quand même. Il y a eu évidemment le nid sur les dernières années qui a aidé aussi à la reconnaissance pour les Nantais et pour les touristes. Mais depuis juin 2020, c'est une tour qui est inoccupée, puisqu'elle a eu un avis défavorable de la sous-commission de sécurité pour différentes non-conformités réglementaires. On sait aussi qu'il y a bien sûr de la présence d'amiante qui rend très difficile tous les travaux. Donc voilà, une friche polluée en pleine centralité depuis 5 ans. C'est aussi un statut de copropriété. Il y a eu pas mal de réflexions ces derniers temps au niveau gouvernemental, ex-gouvernemental, sur la transformation des bureaux en logement, qui est évidemment un enjeu majeur de notre profession. Au sein du groupe Giboire, c'est quelque chose vraiment qui est très important pour nous. On a déjà pu le tester sur un projet assez significatif à Vannes qui s'appelle Renaissance, où on a converti un ancien IGH de bureau, la CPAM, en une opération de logement. Donc on sait aussi les complexités et les travers de ce genre d'opération. Et aujourd'hui, évidemment, la Tour Bretagne, on s'y est intéressé parce que ça incarne vraiment le futur, ça a une visibilité très forte, mais ça garde aussi sa caractéristique d'IGH dans notre projet, donc beaucoup de complexités réglementaires avec lesquelles il faut avancer dans le temps.
Néanmoins, on a décidé de porter un programme ambitieux sur une mixité programmatique qu'on a mis au point avec la métropole de Nantes. Donc aujourd'hui, vous voyez sur cette axonométrie les grandes composantes programmatiques qui vont prendre place dans la tour. D'abord sur sa partie basse, sur la place du Cirque, l'implantation d'un hôtel d'une centaine de clés, 4 étoiles, d'environ 4400 m², en grande partie basé sur aujourd'hui ce qui est du stationnement voiture. Et puis il sera surplombé au niveau à peu près R+3 de la tour actuelle, donc juste au-dessus des toits de la ville basse, par un restaurant d'environ 500 m². L'idée, c'est bien entendu d'avoir un socle très actif, et donc on a développé sur ce socle également différentes surfaces, à peu près 400 m² de commerce qui vont être répartis le long de la rue du Pont-Saussou, le long du tramway majoritairement. Et puis on a aussi une activité de coworking sur 1500 m². Voilà, si on fait un petit tour côté Place Bretagne maintenant à 180 degrés, 1500 m² de coworking qui vont être développés dans les étages. Et puis ce qu'on a baptisé la jauge libre avec la métropole, c'est à peu près 1000 m² qui seront dédiés aux économies sociales et solidaires, avec 2 porteurs de projets aujourd'hui identifiés par la métropole, que sont les Écosolis et l'Agence culturelle bretonne. Si on s'élève dans les étages, on arrive ensuite sur le fût, où là, la programmation sera vraiment dédiée au logement, un peu plus de 200 logements, de typologies variées, avec évidemment, dès les niveaux bas, des vues assez extraordinaires, puisqu'on surplombe déjà la ville basse, comme je disais tout à l'heure, et des relations à la ville très variables, selon qu'on soit voilà, au 3e, au 10e, au 30e étage. On n'a pas du tout la même relation aux vues lointaines et le même rapport à la ville. Et puis enfin, à son couronnement, un rooftop. Alors, je dis un vrai rooftop, je ne veux pas dire que le nid n'était pas un vrai rooftop, mais c'est quelque chose qui a été très bien conçu, mais dans une enveloppe qui n'était pas imaginée pour ça à la base. Là, l'idée, c'est vraiment, dans le projet architectural, de retrouver une surface de plein pied qui sera vitrée intégralement, qui permettra de voir la ville voilà, depuis l'intérieur, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien nid. Et puis ce sera surplombé par une terrasse à ciel ouvert. L'ensemble fera à peu près 600 m² de plancher, où là aussi on sera protégé du vent, évidemment, par une paroi périphérique, mais on pourra déambuler à l'air libre et voir le grand paysage nantais à 360 degrés. Voilà, vous avez sur cette axono finale la composition de tout ça. J'ai oublié de vous dire un petit mot aussi. En partie basse, on voit en bleu une programmation qui est liée au logement, c'est évidemment le stationnement. Sauf qu'on a complètement inversé voilà, les ratios de stationnement. Aujourd'hui, on sera sur 160 places à peu près dédiées aux voitures, là où il y en avait plus de 350. Et on va créer 250 places de stationnement vélo, là où il y en avait 0, puisqu'on était à l'époque pas sur les mêmes préoccupations. Donc voilà, on rééquilibre complètement les mobilités à l'image de ce qui se passe dans la centralité de Nantes Métropole aujourd'hui. En termes d'approche, en termes de configuration de façade, c'est pareil. En fait, on repart d'un bâtiment qui avait une conception et des performances qui datent de son époque. Évidemment obsolète aujourd'hui, puisqu'en fait, on avait un bâtiment d'abord qui était climatisé, où il n'y avait pas d'ouvrant. Et puis, on avait une vêture qui était plutôt sombre, donc en fait, il capte plus la chaleur qu'elle ne la réverbère en soi. Donc, on a voulu travailler sur tous ces paramètres-là. Donc, un des premiers éléments, c'est qu'on travaille sur une isolation par l'extérieur qui nous permet en fait de gommer l'ensemble des ponts thermiques avec un isolant biosourcé. Et ensuite, on a un travail sur la peau, parce qu'un des sujets déterminants, c'est que on est dans une réhabilitation, donc le sujet de la sismicité va nous importer énormément, donc on ne doit pas alourdir énormément la tour. Donc le choix de la vêture est déterminant à cet endroit-là. Donc on a opté pour une vêture en aluminium recyclé associée aux menuiseries aluminium également, qui permet d'avoir une belle pérennité, et puis on a une vêture qui est plus lumineuse que celle qu'on a actuellement. De la même manière, en fait, la préoccupation de sobriété énergétique, elle nous importe tant à la maîtrise d'ouvrage qu'à la maîtrise d'œuvre. Et dans cette démarche-là, un des premiers leviers, c'est de pouvoir permettre à la tour de se raccorder au réseau de chaleur urbain. Alors, je sais que Geoffroy a été très proactif sur cette démarche-là pour permettre de se raccorder au réseau RNA, puisqu'en fait, il est hyper vertueux. Il est à 84% composé d'énergie renouvelable, donc ça va nous permettre en fait d'obtenir une vraie performance à ce sujet-là. Puis ensuite,
La tour, on l'a vu dans la programmation, il y a des hôtels, logements et puis le top tour avec la partie festive. Toute la partie logement n'est pas rafraîchie. On a du rafraîchissement, donc on aura un système combiné chaud-froid pour les autres parties, mais pas sur la partie du fût et des logements. Et puis on réfléchit également avec Giboire sur un système de récupération de chaleur associé aux eaux grises, notamment sur la partie hôtel. Dans la stratégie environnementale du groupe Giboire, la biodiversité a une vocation très importante aussi. Évidemment, sur ce dossier-là, on s'est posé la question de se dire, mais voilà, est-ce que ça a du sens de faire un diag préalable, puisqu'on partait d'une parcelle totalement imperméabilisée, très urbaine, mais on l'a fait néanmoins, sans trop de surprise. Voilà, c'était plutôt pauvre d'un point de vue diversité, et l'idée, c'est évidemment d'améliorer les choses. Le seul sujet qui a peut-être été identifié par des Nantais, c'était le passage de faucons pèlerins sur le top tour. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on, dans la mesure du possible, de ce qu'autorise aussi la réglementation IGH, on va quand même réussir à créer des îlots de fraîcheur et des îlots de végétalisation sur certaines toitures pour améliorer la biodiversité. On aura aussi, sur cette géométrie assez particulière et ces hauteurs, des nichoirs à oiseaux et à coléoptères, et puis bien sûr des refuges qui seront implantés en partie supérieure de l'ouvrage pour faciliter le passage des faucons pèlerins. Et puis enfin, on est sur une réhabilitation. Évidemment, on est sur un gisement tout à fait extraordinaire sur ces volumes-là pour le réemploi. Donc on a mené les différents diagnostics préalables. Aujourd'hui, il y a à peu près 170 tonnes de gisements de réemploi qui ont été identifiés. On est en train de finir les négociations avec les entreprises qui vont être en charge du curage, des amiantages. Et donc voilà, on est en train d'affiner tout ça, mais il y a des engagements déjà très concrets qui sont en train de se dessiner. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, il y a 700 portes qui sont déjà identifiées, qui vont partir auprès d'un prestataire de reconditionnement lui aussi identifié, et qui vont être réinjectées dans le circuit, soit en réemploi ex situ, à court terme bien sûr. On réfléchit aussi à tout ce qu'on pourra faire en termes de réemploi in situ, même si on est dans une échelle de temps un peu plus long. Mais c'est tout l'enjeu de toute cette matière à disposition, c'est de la valoriser évidemment. Bon, et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est réel, en fait, c'est un vrai sujet passionnant de pouvoir travailler sur une réhabilitation. On ne part pas d'une feuille blanche, on part d'un bâtiment qui est existant, qui est présent et prégnant dans toutes les images des Nantais et des Nantaises. Et le sujet, c'est de renouveler l'image avec politesse, avec respect du bâtiment existant. Donc là, il y a un dialogue qui a été très constructif avec les architectes de la ville et l'architecte des bâtiments de France, où il y avait des préconisations qui étaient importantes. C'était d'abord de maintenir sa silhouette et son élancement originel, avec une attention particulière sur les arêtes, c'est-à-dire tous les angles en fait, de la tour qui participent à cette notion d'élancement. La strate également est importante dans la composition de la tour. Et puis la trame de façade, c'était un sujet également qui est prégnant dans l'écriture aujourd'hui. Bon, avec toutes ces données-là, on est reparti sur une image renouvelée, où si je reprends chaque strate qui la compose, le socle, Geoffroy l'a évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il vient accueillir la partie hôtellerie. Et donc, dans sa volumétrie, on est venu l'insérer dans des gabarits similaire au volume des bâtiments existants avoisinants. À un étage près, comme on l'a évoqué, ça permet en fait au restaurant d'avoir une vue panoramique au-dessus des toits alentours. Et puis on voit que cette programmation associée à l'architecture permet d'enclencher cette activation qui est nécessaire dans l'animation et le rapport à la ville, à la place du cirque, à la rue de l'Arche-Sèche pour amener vers la place Royale. Et on a également un sujet d'escalier qui vient longer en fait la façade et rejoindre la rue de l'Abreuvoir et la place de Bretagne. Donc ça, c'est pour l'élément du socle. Sur la partie du fût, on a maintenu les notions d'arête qui encadrent en fait le bâtiment. Donc, et on n'a pas épaissi non plus la tour. Donc on est resté sur la même silhouette et cette même notion d'élancement. On a conservé également une notion de trame avec des effets de lignes verticales et on a incorporé les espaces extérieurs des logements par le biais de loggia qu'on voit un petit peu plus en noir en fait sur la perspective, ce qui nous permet en fait d'avoir une volumétrie en tout cas extérieure pour les appartements protégés.
Et puis, on le voit, je vais faire défiler les autres images après, mais on le voit, toute la partie couronnement, tout le top tour, en fait, a été remanié un peu plus profondément, en lien avec la programmation festive et culturelle, ce qui nous permet d'avoir de beaux espaces extérieurs. On l'a sur 2 niveaux. On a de beaux espaces extérieurs au premier niveau dans les angles. Effectivement, l'ancien nid avait un espace extérieur, mais qui était plutôt une sorte de balcon périphérique un peu étriqué. Donc là, on va avoir des espaces extérieurs plus généreux. Et également des terrasses sur la partie supérieure qui nous permettront d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble du panorama urbain de la ville. On a une composition symétrique, ce qui nous permet en fait d'avoir une visibilité un petit peu différente de la tour par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et une réponse qui s'ajuste par rapport à chacune de ses faces. Donc, avec une vue plus lointaine, là, on est sur les bords de l'Erdre, et puis on peut voir la tour. Donc, on voit l'aspect est un peu transformé avec cette apparence plus lumineuse, plus claire. Et on a maintenu également les couteaux, en fait, les 2 lames qui étaient posées sur le couronnement, qui sont réinterprétées dans notre écriture, dans la réponse qu'on a apportée. Bien, voilà. Vous pouvez peut-être conclure. Oui, quelques mots sur le planning pour conclure. C'est évidemment un projet au long cours, très, très sollicitant financièrement et humainement pour le groupe Giboire, parce que ça fait bientôt 7 ans qu'on a racheté les premiers lots de copropriété. Néanmoins, on est très content de voir des phases opérationnelles se dessiner. Donc, courant octobre, la première phase de curage et de désamiantage va démarrer pour une petite année et demie normalement. On poursuit en parallèle avec toute l'équipe PCA Stream Magnum et les bureaux d'études la mise au point du projet de réhabilitation lui-même. Et l'idée, c'est qu'à l'issue des travaux de phase 1, on puisse enchaîner sur la phase 2 avec un démarrage de travaux en 26 et une livraison de l'opération en 2029. Voilà. Écoutez, je crois que vous méritez nos applaudissements. Bravo. Bravo. Et puis, je trouve remarquable parce que tout le monde va le voir. Tout le monde va voir, finalement, c'est l'avantage de l'IGH, que vous avez fait un travail sur l'existant. Vous n'avez pas démoli en disant on va démolir et puis on va faire quelque chose. On aurait cassé le stockage carbone déjà de cette tour qui a à peu près 50 ans. Et là, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose de magnifique, même en termes de pédagogie, au niveau de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage ou du métier de promoteur. Tout le monde va voir ce que vous avez fait. Encore bravo. Alors, peut-être 1 ou 2 questions. Quelqu'un qui est assez concis, je vois sur ma droite. Laurent Rousset. Merci pour cette présentation. Bravo pour la réhabilitation. C'est le meilleur ami de l'atténuation carbone. Mais comme on a parlé d'adaptation, est-ce que vous avez eu le temps, ou c'est à faire, de stresser la tour dans sa version réhabilitée sous le climat déréglé? Par exemple, 18 juillet 2022, 42 degrés à Nantes. Et comment elle fonctionne dans un climat comme ça qui se dérègle? Tu veux répondre? Tu veux aller? Vas-y, je comprends. Non, aujourd'hui, bien sûr, on a des STD qui ont été initiés. On va simuler thermiquement le bâtiment. Le premier enjeu, évidemment, vu qu'il n'y a aucun effet de masse, c'est la protection solaire, qui sera incontournable sur les logements. Et les loggias en creux ont aussi cette vocation de protéger sur les pièces de vie, bien sûr, les baies vitrées. Thermiquement, on est quand même sur... on part d'une page blanche. Alors après, est-ce que ce sera suffisant ou pas, ce qu'on a prévu pour le moment? Ça, c'est tout l'enjeu. Mais aujourd'hui, pour être très concret, on a fini l'APS, on va démarrer l'APD. Donc on a encore un peu de chemin sur tous ces enjeux-là. Mais on sait très bien qu'on a une aérohydraulique plutôt favorable, évidemment, parce que tout le monde le sait qu'on est plutôt bien ventilé autour de la Tour Bretagne. Donc on mène des études aussi avec le CSTB sur la réaction au vent, les possibilités de ventilation naturelle dans les logements, etc. Tout ça est appréhendé. Ouais. Très bien. Encore une question peut-être? Oui, Laurent Derotte, DVA Executive Search. Est-ce que vous avez une idée du prix de vente des logements et de la répartition entre logements sociaux et logements privés? Alors j'ai une idée du prix, mais je ne vous la dirai pas à ce stade. Non, mais aujourd'hui, pour répondre déjà au deuxième volet de la question, il n'y a pas de production de logement social sur cet ouvrage. Ça a fait l'objet de nombreux échanges avec la métropole. Il s'avère que, y compris en termes d'exploitation, on est sur un IGH
Les bailleurs sociaux avaient peu d'appétence voilà, pour venir sur ce projet. Et l'équilibre, l'équation économique est très complexe, hein, on ne va pas se mentir, sur cette opération-là. Et donc, voilà, la péréquation était quasi impossible à tenir. Donc, voilà, il y a eu des arbitrages il y a longtemps et finalement, il y a un certain consensus autour de ça. Après, sur les valorisations qu'on va devoir faire sur le logement libre, je dois vous parler du marché de l'immobilier, vous le connaissez bien. On a bien sûr des hypothèses dans nos bilans qui ont évolué dans le temps et qui vont continuer à évoluer, mais on communiquera dessus quand on sera dans une phase plus opérationnelle. Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut vous applaudir de nouveau. Merci.